Alors, bonjour Monsieur Ousmane Tanordien. Donc, je rappelle un peu à nos internautes que vous êtes le secrétaire général du Parti socialiste sénégalais. Donc, vous nous recevez très gentiment chez vous ici, malgré votre emploi du temps très chargé, pour faire un rapide tour d'horizon de l'actualité sénégalaise. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si l'opposition sénégalaise a changé maintenant de fusil d'épaule? Parce que je veux faire référence aux récentes marches que vous avez effectuées. On vous a vu donc marcher malgré une interdiction du préfet de Rufisque. Et on vous a vu aussi marcher disons récemment, le 26 avril dernier, avec les jeunesses du Front Ségolène Sénégal. Est-ce à dire que l'opposition républicaine, tant décriée par certains, est terminée? Merci beaucoup. Je commencerai par redire qu'il me semble qu'il y a un malentendu autour du concept d'opposition républicaine. Pour ce qui nous concerne, une opposition républicaine, c'est une opposition qui respecte les procédures, les formes arrêtées par la légalité républicaine. En termes plus précis, cela veut dire que pour manifester, il faut faire une déclaration auprès des autorités. Et une fois que la déclaration d'information est faite, les autorités de police ou le préfet devraient faire prendre les mesures appropriées pour encadrer la manifestation. Mais avec le statut constitutionnel d'ailleurs qu'Abdoulaye Wade a donné au droit à manifester, il n'est pas possible d'interdire une marche. Et ce qu'on a observé, c'est que ce gouvernement-là, pratiquement depuis 8 ans, de manière générale, interdit systématiquement les marches. Ce qui a changé, c'est que maintenant, nous avons dit clairement que nous n'allons plus accepter qu'un droit que la Constitution nous reconnaît, que les autorités de ce pays, du régime libéral, refusent sa mise en œuvre. Et c'est cela qui s'est passé notamment à Rufisque, parce que nous avions une démarche de proximité, aller rencontrer nos camarades de Rufisque, présenter des condoléances, aller à la base du parti pour rencontrer les instances. Et le préfet a sorti un arrêté pour dire que ce jour-là, ce samedi-là, les cortèges et les rassemblements étaient interdits. Évidemment, c'est inapplicable parce que un secrétaire général de parti qui se déplace forcément avec du monde, avec plusieurs véhicules. Donc il y a un cortège, donc nous n'avons pas accepté de déférer à cet arrêté qui était contraire aux dispositions de la Constitution. Donc nous sommes restés dans la République, dans la légalité. Et d'ailleurs, vous étiez dans votre rôle parce que effectivement, comme vous avez été, disons, exclu entre guillemets, on ne vous a pas permis par le biais d'élections libres et transparentes d'accéder légalement à l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas de médias. Les médias d'État, on sait qu'ils sont confisqués par le régime en place. Le seul moyen que vous avez de discuter, d'informer votre base, c'est effectivement de faire ce genre de rencontre-là. Oui. Mais même ça, on ne veut pas, on n'a pas voulu vous le permettre. Voilà, ils ne veulent pas nous le permettre. Ils ont confisqué le pouvoir par les urnes, mais nous avons le droit, je crois, et même l'obligation de manifester dans la rue. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Mais une fois de plus, nous le faisons dans des formes qui sont prévues par nos lois et règlements. De sorte que de ce point de vue, il n'y a pas d'ambiguïté à notre niveau. Ce sont des interprétations de gens qui ne comprennent pas ce que veut dire une opposition républicaine. Mais quand on est républicain, on est prêt à mourir pour défendre la République. C'est ça. Et la République, justement, c'est la démocratie jusqu'au bout. Donc nous continuerons à nous battre pour préserver, pour renforcer les acquis démocratiques que notre peuple a engagés au fur et à mesure de ses luttes. Et d'ailleurs, la réussite de la marche du 26 avril dernier, avec son caractère totalement pacifique et bon enfant, ne prouve-t-elle pas que quelque part, toutes les interdictions qui pullulaient depuis 8 ans étaient manifestement arbitraires? Quelle analyse faites-vous d'ailleurs de cette marche? Est-ce
Est-ce que ça a été une réussite de votre... Ah oui, tout à fait. C'est une marche massive et pacifique. Et comme vous l'avez vous-même remarqué, et comme tout le monde l'a remarqué, l'atmosphère était bon enfant et on n'a même pas eu besoin de forces de l'ordre pour assurer une quelconque sécurité. Les marcheurs ont prouvé leur maturité et tout s'est passé dans d'excellentes conditions. Et je crois que c'est la preuve justement que, a posteriori, que toutes les interdictions qui ont été faites depuis 8 ans sous le prétexte fallacieux de troubles à l'ordre public étaient totalement arbitraires, inutiles et insensées. Je crois que dorénavant, le gouvernement, s'il est capable de comprendre quoi que ce soit, se dira qu'en fait, il était plus simple de laisser les gens exprimer leur mécontentement, leur frustration et, comme dans toutes les démocraties apaisées, avoir des Sénégalais qui manifestent leur mécontentement dans les formes qui sont prévues. En réalité, le trouble à l'ordre public, les troubles à l'ordre public ont toujours été créés, malheureusement au Sénégal, par les forces publiques, par les forces de l'ordre. C'est ça qui est dommage et j'espère une fois de plus qu'ils vont en tirer les conclusions. D'accord. Et au même moment, M. Ousmane Tanor Dieng, que vous marchiez sous les allées du centenaire, je crois que Abdoulaye Wade tenait en tout cas ce qu'il appelait maintenant une convention nationale qui devait être à l'origine une réunion de son bureau politique qu'il a transformé en convention nationale. Ce qui est déjà bizarre, transformer les bureaux politiques en convention nationale. Il y a que chez Abdoulaye Wade et au PDS qu'on voit des choses comme ça. Voilà, et donc pendant cette soi-disant convention nationale-là, au lieu de se pencher sous les difficultés, en tout cas de s'occuper des difficultés sur lesquelles nous allons certainement venir lors de notre entretien, il s'est mis à vous attaquer, nommément vous les leaders d'opposition, en vous déniant de certaines compétences, certains diplômes. Bon, ses diplômes, on entend parler, mais on ne les a jamais vus en tout cas. Tout à fait. Ni ceux de son fils d'ailleurs, qui prétend être le premier de la classe, on va dire, du Sénégal. Est-ce que c'est ce genre de comportement de la part quand même d'un chef de l'État, est-ce que ce n'est pas un signe d'irresponsabilité fondamentalement? Qu'est-ce que vous pensez de ces critiques personnelles? D'abord, je voudrais dire que tout ça, c'est bien agencé. C'est justement... C'est pour détourner en fait l'opinion publique des problèmes fondamentaux. Oui, c'était essentiellement, comme on avait le samedi la marche, ils voulaient détourner l'attention de l'opinion publique nationale et internationale sur notre marche et éventuellement en ternissant notre image. Donc son objectif, c'était ça, c'était en réaction à la marche que nous allions organiser. Comme dans le cas d'espèce, c'est lui qui a les médias publics, comme vous l'avez constaté aussi, tous les médias publics étaient là-bas au niveau de son siège, du siège de son parti. Et ça prouve encore le danger qu'il y a à avoir entre les mains d'un seul homme le pouvoir politique, c'est-à-dire la fonction de président de la République, et celle de secrétaire général d'un parti politique. Il y a une confusion de genre qui est dommageable à la démocratie et à l'image de notre pays. Maintenant, pour ce qui est des déclarations, si j'ose dire, c'est puéril, c'est absolument enfantin et c'est totalement irresponsable. Je crois que ce genre de traitement, de comportement, moi je le traite par le mépris, parce que ce n'est pas acceptable que un président de la République descende aussi bas et traite les questions du Sénégal par le détail. Il gouverne le Sénégal par le détail, par des épiphénomènes. Il est le plus mal placé, lui, Abdoulaye Wade, pour parler de compétences, parce que moi j'étais ministre d'État chargé des affaires et des services présidentiels au moment où il était ministre d'État à la présidence de la République. Je sais de quoi il est capable. Et ce dont je me souviens et que je voudrais rappeler,
c'est qu'un jour, en Conseil des ministres, Abdou Diouf lui a dit, mais monsieur le ministre d'État, après une de ses nombreuses déclarations farfelues, il lui a dit que monsieur le ministre d'État, vous n'avez aucune culture gouvernementale. Alors, je crois que ça se passe de commentaires. Pour le reste, maintenant, certaines choses qu'il a dites me concernant et concernant certains responsables de l'opposition, il a l'habitude de faire cela, mais c'est purement et simplement des mensonges. C'est des choses qu'il a totalement inventées et qui n'ont aucun intérêt, qui ne méritent pas qu'on s'y attarde. Et ce n'est pas tolérable ni responsable qu'au moment où les Sénégalais meurent de faim pratiquement, que lui, il passe son temps à disserter sur des questions qui sont des questions crypto-personnelles. Les Sénégalais ne l'attendaient pas à ce niveau-là, on l'attendait à autre chose et ailleurs. Justement, sur le terrain, certainement, vous voulez dire ça, des difficultés économiques existentielles que tout le monde rencontre aujourd'hui, sauf peut-être une certaine caste. Alors, aujourd'hui, effectivement, on dit, les Sénégalais que nous rencontrons dans la rue disent qu'ils n'arrivent pas à manger, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. La presse, en tout cas dans son écrasante majorité, parle de famine au Sénégal. Donc Abdoulaye Wade, lui, nie qu'il y a une famine. Nous balance maintenant un programme qu'il appelle Gowana, Grande Offensive Nationale pour l'autosuffisance et l'alimentation, alors qu'il y avait un plan REVA qui, d'après nos informations, a été arrêté il y a quelques mois. Quelle lecture faites-vous de ce nouveau plan? Pensez-vous que c'est la solution à la crise alimentaire que connaît le Sénégal? Non, pas du tout. Abdoulaye doit commencer par reconnaître ce que tout le monde vit et ce que tout le monde a constaté. C'est que les Sénégalais ont faim. Ça, c'est incontestable. Maintenant, les querelles, les bavardages autour du concept et de la terminologie de famine, cela n'a aucun intérêt. Les Sénégalais ont faim et c'est ça la réalité. Tout le monde le dit, tout le monde le vit. Alors, ce qu'il doit faire, c'est accepter ce constat, cette vérité, et essayer de trouver une solution. Et non pas continuer à dire que les difficultés que nous avons nous viennent uniquement de l'extérieur. C'est lié au prix du baril et à la flambée des prix des denrées de première nécessité. Il y a un problème mondial, certes, de crise alimentaire avec la montée des prix des céréales. Ça, c'est incontestable. Mais il y a des mesures que certains pays, au niveau de certains pays, des mesures qu'on a prises. Le Fonds monétaire international a constaté que la moyenne des prix au niveau de l'Afrique, concernant la moyenne des prix au niveau de l'Afrique, le Sénégal est plus cher de 24%. Et qu'au niveau de la région de Kaolack, ce niveau de 24% est relativement plus faible, ça se trouve autour de 11% parce que la Gambie est à côté et s'approvisionne donc en Gambie. Alors, mais ça, c'est quand même un problème. Comment peut-on expliquer que le prix des hydrocarbures, si vous prenez le super ou le gasoil, que le prix du gasoil soit plus cher de 100 francs au Sénégal qu'au Mali, alors que le Sénégal est un pays côtier, que les hydrocarbures viennent d'abord au Sénégal avant d'être transportés au Mali. Donc, c'est peut-être à cause des taxes. Voilà, donc manifestement, c'est qu'il y a les taxes sur les hydrocarbures, parce que les Sénégalais doivent savoir que sur les 700 francs et quelques que l'on paye pour avoir un litre de super, mais les plus de 400 francs sont des droits et taxes que le Sénégal perçoit. Et à ce niveau-là, on a noté, on a les informations que nous avons, les investigations que nous avons faites, montrent qu'en 2007, les hydrocarbures, les produits pétroliers ont rapporté 222 milliards au gouvernement sénégalais. Rien qu'au niveau des taxes. Rien qu'au niveau des droits et taxes. Cela signifie simplement que, justement, en diminuant, ça aurait pu rendre ces prix, l'ensemble des prix, en tout cas les prix des hydrocarbures, plus soutenables. On aurait pu avoir un prix qui soit le même que celui qui est pratiqué au Mali ou
au Burkina Faso. Pour ce qui concerne maintenant les denrées de première nécessité, ce que nous avons dit, ce sont les choses suivantes. Il y a une période d'urgence de très court terme d'ici le mois de septembre. Il faut prendre des mesures pour d'abord qu'il n'y ait pas de rupture ou d'arrêt au niveau des approvisionnements. Deuxièmement, il faut diminuer le prix de ces denrées de première nécessité. En faisant quoi? En diminuant les droits et taxes. C'est fait pour ce qui concerne d'une part la TVA et d'autre part les droits de douane. Mais autre chose est possible. La deuxième chose qui est possible, c'est justement que l'État s'ajuste, diminue son train de vie. Notamment, Abdoulaye Wade doit arrêter d'affréter des avions pour voyager alors que la pointe de Sangomar a été réparée pour entre 20 et 30 milliards, que ensuite de Perpignan, il y a quelques mois, l'avion est revenu complètement refait. Et il nous avait dit justement lors de la réparation qu'une fois réparé, cet avion-là pourrait circuler pendant encore 15 ans. Cloué au sol, il a été utilisé cet avion, la pointe de Sangomar, par les joueurs pour aller à Tamale. Pendant le sommet de l'OCI, l'avion a été utilisé pour transporter le président Nino Vieira et le président Diamé. Mais pourquoi Abdoulaye Wade refuse d'utiliser cet avion et affrète au même moment un avion chaque fois qu'il voyage avec un coût qui est supérieur à 100 millions de francs par jour? Ça, c'est du gaspillage. Et il y a d'autres niches de gaspillage au niveau des agences, au niveau des ambassades, qui étaient d'une trentaine au moment où nous quittions le pouvoir en 2000 et qui sont au nombre de 66. Il y a pratiquement plus d'agences que de ministères. Mais tout ça est intolérable. Il s'ajoute le coût du téléphone. Il faut moderniser l'État. Il faut diminuer le train de vie de l'État. Il y a des niches de gaspillage qu'il est possible d'identifier et de procéder à une économie budgétaire. Et cette économie qui pourrait s'évaluer à 150, 200 voire 300 milliards pourrait être utilisée justement pour, entre autres, soutenir les prix des denrées de première nécessité d'ici les prochaines récoltes. Ça, c'est les mesures. Donc, c'est des économies à très court terme, sur quelques mois. Sur quelques mois. Maintenant, à côté de ça, il faut un plan, une révolution verte qui permette que les Sénégalais consomment l'essentiel, produisent l'essentiel de ce qu'ils consomment. Et ça, ça doit se faire à travers un plan, mais pas le genre plan Goana, que je crois que certains jeunes garçons disent que cela doit signifier go now, qu'Abdoulaye Wade doit partir maintenant. Je crois que, alors, ce plan de Abdoulaye Wade, je crois qu'il a passé une belle nuit, il a rêvé, et le matin, il est venu exposer ça à ses souteneurs et à ses turiféraires. C'est ça qu'il a fait. Et évidemment, le plan n'a pas été examiné sérieusement par les experts. Les acteurs du monde rural n'y ont pas été associés pour tester la faisabilité et pour étudier le problème de son financement, pour étudier le temps dans lequel ce plan-là aurait été réalisable. Donc c'est vraiment du pilotage à vue, c'est de l'improvisation et ce n'est pas acceptable que Abdoulaye Wade fasse des choses comme ça. D'autant plus que nous avons eu le précédent du plan Diakhaï, du plan REVA. Nous avons eu aussi une série de programmes. Un programme Manioc, un programme Maïs, un programme Bissap, un programme Sésame. Et de tous ces programmes, il n'y en a pas un qui a atteint les objectifs qui étaient fixés. Pour la plupart, le taux de réalisation varie pour le Manioc de 12,5% à 18% pour ce qui concerne le maïs et après 50% pour ce qui concerne les céréales et les céréales et le riz. Alors, de ce point, donc, cela veut dire simplement que si ce plan-là avait été examiné, Abdoulaye Wade se rendrait compte qu'on ne peut pas d'une année à l'autre multiplier par 20 ou par 30 les réalisations qu'on a faites. Parce que ce qu'il veut pour le manioc, c'est multiplier par 30 les résultats qu'il a eus l'année dernière.
et multiplié par 20 pour ce qui concerne le maïs, les résultats qu'il a eu. Pour le riz, par exemple, la haute contradiction, dans une interview au Figaro, il avait dit que pour ce qui concerne le riz, c'est 100 000 tonnes par an pendant 5 ans, donc d'ici 2015, on serait autosuffisant. La semaine suivante, il dit non, on peut d'une année à l'autre récolter 500 000 tonnes. Donc tout ça n'est pas très sérieux, ni très responsable, et Abdoulaye Wade s'amuse vraiment avec le destin du peuple sénégalais, c'est totalement inacceptable. Donc ce plan-là est chimérique, et ce qui est gênant, ce qui me gêne personnellement, c'est que le Sénégal a suffisamment d'experts, des agronomes de renom, des acteurs du monde rural dont tout le monde reconnaît la compétence, mais il les met de côté, et vraiment ce plan-là, ceux qui l'examinent, ceux qui l'étudieront, se demanderont si le Sénégal a encore les experts qu'on lui connaissait. Les attaques contre les ONG, les attaques contre notre compatriote Jacques Diouf, tout ça, c'est la pratique d'Abdoulaye Wade de toujours chercher des boucs émissaires. C'est dans le même filon qu'il s'attaque à l'opposition chaque fois qu'il est en difficulté. Abdoulaye Wade donc ne trompe plus personne, il a un comportement qui est à mes yeux totalement irresponsable et indigne d'un chef d'État. Tout à fait. C'est ce que je pense le commun, en tout cas, tous ceux qui veulent voir ou tous ceux qui ne sont pas aveugles, c'est ce que l'on constate depuis que l'avènement, en tout cas, à la magistrature suprême en 2000 et puis suite à ces élections manifestement frauduleuses qui l'ont reporté encore pour 7 ans à la tête de l'État. Donc les constats sont là, effectivement, depuis qu'il est là, Wade n'a pratiquement rien réussi à tous les niveaux de la vie politique, économique et sociale. Le Sénégal régresse sur tous les plans, et ça les observateurs avertis le disent unanimement. Donc vous, au niveau de l'opposition significative, vous êtes en dehors donc des institutions de la République, du Parlement, enfin de ce nouveau Sénat encore. Vous avez donc en tout cas initié ce qu'on appelle les assises nationales. Donc vous êtes en train de travailler avec la société civile, avec les corporations, avec les autres membres de la société sénégalaise. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point de ces assises-là? Où est-ce que vous en êtes au jour d'aujourd'hui? Est-ce qu'on peut avoir une sorte de délai d'achèvement de ces travaux? Oui, ça aurait été un peu trop long pour faire le tour de la question, mais je peux en résumé indiquer que après le contentieux que nous avons eu avec lui à propos de l'élection présidentielle, nous avons indiqué que les résultats qui ont été proclamés ont été préfabriqués et que lui, Abdoulaye Wade, nous a volé nos résultats. Nous ne reconnaissons pas les résultats qui ont été proclamés. Mais l'organe qui est chargé de proclamer ces résultats, le Conseil constitutionnel l'a fait. Nous, on prend acte de cela, mais nous ne reconnaissons pas ces résultats-là. Et nous avions demandé à le rencontrer pour lui indiquer que le système est piégé. Le fichier n'est pas bon, le processus électoral ne l'est pas mieux, et qu'il fallait discuter pour que, comme on l'a fait depuis 1988, chaque fois après des élections, nous nous rencontrons, c'était du temps d'Abdou Diouf, l'opposition et le pouvoir, pour voir comment les élections se sont déroulées, apporter par consensus les améliorations appropriées. C'est ainsi que nous avons eu le code électoral consensuel, que nous avons eu l'ONEL, que nous avons eu un ministre de l'Intérieur à la tête, un général à la tête du ministère de l'Intérieur, et que nous avons abouti à l'alternance. Mais Abdoulaye Wade, une fois arrivé au pouvoir, a dégagé tout cela, a fait table rase et a tout recommencé. Il a refusé de nous recevoir, et même il a, par l'intermédiaire de son ministre de l'Intérieur, nous a répondu assez violemment. Et chemin faisant, nous avons constaté qu'au-delà de notre contentieux, il y avait des problèmes plus graves parce qu'il y avait une crise multisectorielle, une crise multidimensionnelle que vivait le pays. Et on s'est dit, mais au fond, au lieu de s'en tenir aux questions électorales, aux questions politiques, il faut élargir l'assiette de contestation et l'assiette d'analyse et de proposition des problèmes. C'est pourquoi nous avons dit, mais il vaut mieux que nous ayons des assises nationales.
Donc nous avons lancé l'idée et nous l'avons testé en allant rencontrer toutes les composantes de la société sénégalaise. Et partout, on nous a dit, en tout cas nous, dans notre secteur, nous avons besoin d'assises sectorielles. Et nous avons dit, mais la somme des assises sectorielles donne des assises nationales. Ces assises nationales, nous voulons qu'elles aient un caractère national, bien sûr, tout le monde doit y participer, un caractère global, tous les secteurs, un caractère inclusif. Personne ne doit être exclu. Voilà les conditions dans lesquelles ces assises devaient se tenir. Et sur la base des contacts que nous avons eus, nous, membres du Front Sigil Sénégal, nous avons élaboré des termes de référence. Ces termes de référence, c'était un projet. On l'a envoyé aux différentes composantes qui l'ont amendé, corrigé, amélioré. Et à la suite de ça, on a tenu le comité national de pilotage qui rassemblait les initiateurs. Et à la suite de cela, la phase qui a suivi, c'est qu'on a mis en place un comité ad hoc coordonné par Mohamed Mbodj, qui était chargé justement de finaliser les termes de référence et surtout de mettre en place le bureau des assises nationales. Et ce bureau des assises nationales, nous avons pu prendre contact avec Amadou Mokhtar Mbow, ancien directeur général de l'UNESCO, qui a accepté de présider le bureau des assises. Et nous avons maintenant discuté pour voir qui seront les vice-présidents, le rapporteur et le rapporteur général, les présidents des 3 commissions, une commission de l'organisation, une commission scientifique et technique et une commission communication. Et enfin, nous aurons des commissions thématiques. Il y en a 7. Là aussi, nous voulons voir, nous proposerons qui va faire partie du bureau de ces commissions. Et nous aurons donc le bureau des assises et les bureaux des commissions pour pouvoir démarrer le travail. Et cette tâche a été confiée au comité ad hoc. Le comité ad hoc a finalisé ses travaux et le 3 mai, nous aurons la réunion de restitution où le comité ad hoc va restituer ses conclusions au comité national de pilotage. Et après cette restitution, il restera justement à installer officiellement le bureau des assises qui sera chargé maintenant de conduire les assises de manière générale. Et nous pensons que les délais que nous nous donnons, c'est entre 4 et 6 mois pour aboutir à des conclusions. Ça ne semble pas très long. Mais pour quelque chose d'aussi énorme. Parce que quand même, il faut savoir que c'est inédit. C'est pour la première fois au Sénégal et même pratiquement dans le monde où les fils de ce pays, au lieu de choisir la voie de la confrontation, choisissent la voie du dialogue, de la concertation, de la discussion pour que de cette discussion jaillisse la lumière. Certains pays, notamment africains, avaient choisi la voie de la conférence nationale. Quelle est la différence entre cette conférence nationale et assises nationales? Elle est fondamentale. Et d'ailleurs, nous avons indiqué dans nos termes de référence que nous excluons l'idée de conférence nationale. Parce que pour les conférences nationales, d'abord, c'est historiquement chargé. Il s'agissait de pays où il y avait un blocage. Au Sénégal, il n'y a pas de blocage. Il s'agissait de pays où il n'y a pas d'institutions. Au Sénégal, il y a des institutions. Nous contestons ces institutions, mais les constitutions existent. Abdoulaye Wade est le président de la République, mais nous ne le reconnaissons pas en tant que président. C'est clair de ce point de vue-là. Donc, parce que ça, aussi bien pour lui que pour l'Assemblée nationale, il y a un déficit de légitimité. Mais ces institutions existent. Donc, c'est ça la différence. Et ces conférences nationales, elles étaient souveraines. Elles légiféraient. Nous ne légiférons pas, nous discutons, nous réfléchissons, nous arrêtons des conclusions et maintenant nous nous engageons à mettre en œuvre ces conclusions. D'abord, pour ceux qui seront candidats à des mandats, que ce soit les mandats locaux ou des mandats nationaux, pourront s'adosser sur ces conclusions pour dire que voilà ce que nous voulons faire pour le pays. Et lorsque nous serons aux responsabilités, ça nous engagera et ça engagera la société civile. Donc, ces documents qui sortiront de ce travail-là, ce sera une sorte de manifeste qui aura une légitimité nationale. Et ça, c'est quelque chose d'irremplaçable. Ce sera en fait, disons, des résultats qui serviront de véritables programmes de travail national pour en tout cas, une plateforme qui sera une référence à partir de laquelle ceux qui ont pris part pourront s'adosser et maintenant l'enrichir par les spécificités personnelles. Parce que parmi ceux qui sont, il y a des gens qui ne sont pas... Il y a des socialistes, il y a des libéraux peut-être, il y a des... Voilà, c'est comme ça. Mais que répondez-vous à ceux qui disent que ce faisant avec ces assises nationales,
vous ne faites que travailler et donner du temps à Abdoulaye Wade, parce que c'est lui qui est là, en tout cas, pour encore 6 ans. Hein. Est-ce que ce n'est pas un moyen de lui laisser le temps de rectifier ses erreurs et si jamais il décidait d'y participer, comme vous l'appelez à le faire, est-ce que ça ne va pas être une sorte de consultance que vous faites à son profit? Non, pas du tout, ce n'est pas une sorte de consultance, parce que ce que nous pensons qu'il doit faire, nous lui disons chaque jour. Mais d'abord, il ne le fait pas, il est incapable de le faire. Lui qui parle de compétences, en tout cas, s'il a des connaissances, il ne connaît pas du tout l'État. Que ça lui plaise ou pas, nous connaissons mieux l'État que lui, parce que nous avons fait une école nationale d'administration. Et ça, nous avons appris à servir l'État. C'est ça la différence entre lui et nous. Qu'il ait des connaissances, des fumeuses là, en économie ou ailleurs, ça c'est un autre problème. Mais pour revenir à votre sujet, nous ne travaillons pas, nous ne nous adressons pas à Abdoulaye Wade, nous nous adressons au peuple sénégalais, nous travaillons pour le peuple sénégalais. Si dans ce que nous faisons, il y a des choses qui présentent un intérêt pour le peuple sénégalais et qu'Abdoulaye Wade veuille mettre ça en œuvre, mais c'est très bien, il n'y a aucun problème. Hein. Nous ne faisons pas de soucis à cet égard-là, mais nous ne sommes pas des consultants de Abdoulaye Wade, nous travaillons pour le peuple sénégalais, nous travaillons pour nous-mêmes, pour demain, parce que nous voulons avoir un consensus fort sur les fondamentaux qui vont servir d'assise, de socle à la démocratie sénégalaise. Et c'est ça qui est l'essentiel, et ça va être gardé, maintenu pour des générations et des générations pour ce qui concerne notamment les institutions et les fondamentaux politiques, économiques et sociaux. Parce qu'en plus, ce seront des conclusions qui auront recueilli, en tout cas, l'assentiment de la majorité de toutes les couches de la population sénégalaise. Exactement, parce qu'en raison de notre démarche, qui est une démarche participative, je crois que on l'indiquera d'ailleurs à partir du 3, on verra comment on va concrétiser la participation citoyenne, parce que nous irons jusqu'au niveau des départements, nous allons utiliser Internet, nous allons utiliser les experts, et de tout cela nous ferons une synthèse. Donc ça va être véritablement quelque chose qui aura été construit par l'ensemble des Sénégalais, du niveau local jusqu'au niveau global. Monsieur Ousmane Tanor Dieng, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.